Bonjour à tous, je suis Karine Coutinho, VP Marketing et Alliance Stratégique chez Lemonway. Je suis ravie de vous accueillir en ligne pour cette nouvelle masterclass que nous organisons en collaboration avec notre partenaire Asavoka et Paul Benelli. Bonjour Paul. Bonjour. Paul qui est notre expert et invité d'aujourd'hui et qui est notamment avocat et directeur des pôles Marketplace, Plateforme et FinTech au sein du cabinet Asavoka. Et aujourd'hui, nous allons explorer ensemble, grâce à Paul, les 5 grandes tendances réglementaires qui vont impacter les marketplaces en 2021 et au-delà, bien entendu. Donc, cette thématique réglementaire, elle est primordiale, en effet, étant intermédiaire entre acheteurs et vendeurs, eh bien, une marketplace, elle est garante du bon déroulé des transactions sur sa plateforme. Et c'est pourquoi il est impératif pour tout opérateur de marketplace de s'intéresser au cadre juridique qui lui est applicable afin d'éviter des prises de risques, mais aussi pour exploiter au mieux son business model. Et face à la multiplication de ce modèle de marketplace, les législateurs français et européens, mais aussi les autorités de contrôle local ont apporté diverses réglementations applicables à ces places de marché. Et Paul va nous expliquer quels sont les process à respecter pour être en conformité avec la réglementation. Et il va aussi nous donner quelques clés pour savoir si votre marketplace respecte vraiment ces récentes réformes réglementaires. Donc, vous avez été très nombreux à vous inscrire. Vous nous rejoignez aussi actuellement sur la plateforme. Un grand merci. Avant de commencer, quelques infos pratiques sur le déroulé de la session. Donc, il s'agit d'une session interactive, bien entendu. Donc, n'hésitez pas à interagir et à poser vos questions tout au long de la session. Donc, sur la partie droite de votre écran, vous avez un onglet questions, dans lequel vous pouvez poster vos demandes, vos interrogations, et j'irai piocher tout au long de la session ces demandes que je soumettrai à Paul entre les différents chapitres de sa présentation. Et voilà, nous avons aussi prévu quelques petits sondages que nous publierons à des instants précis. Et l'idée de ces sondages, c'est finalement de nous permettre de vous connaître un petit peu mieux et de faire finalement un focus un peu plus spécifique en fonction de vos réponses sur des données réglementaires. Donc, on va commencer dès maintenant parce qu'on a pas mal de choses à partager avec vous. Donc, avant de te laisser la parole, Paul, je vais juste rapidement introduire Lemonway pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, Lemonway, c'est une solution de paiement à destination des marketplaces. Et donc, nous sommes un établissement de paiement agréé par la CPR depuis 2012. Donc, nous servons 2 grandes typologies de marketplaces, donc les marketplaces de produits et de services, B2B, B2C, C2C, qui est finalement le focus de notre session d'aujourd'hui. Et nous servons également des marketplaces financières, qu'on appelle aussi plus communément les plateformes de financement participatif, avec des activités telles que le crowdfunding, le crowd equity, le crowdlending, plateforme de dons cagnotte aussi, et l'invoice trading, qui est une activité qu'on a plus spécifiquement accompagné, qu'on accompagne d'ailleurs toujours en Italie, puisque c'est un segment qui est assez développé dans cette géographie. Notre solution de paiement, elle est passeportée dans toute l'Europe, mais voilà, on a également une présence locale avec un siège à Paris et des bureaux à Milan, Madrid, Londres et Hambourg, donc en Allemagne, qu'on a ouvert en tout début d'année. Et nous sommes ravis d'accompagner ces acteurs au quotidien, donc les acteurs que vous voyez à l'écran, sur leurs problématiques d'encaissement pour le compte de tiers, sur la partie gestion des transactions et réconciliation des flux de paiement sur leur marketplace, avec une solution Lemonway qui englobe aussi la dimension KYC, lutte contre la fraude et le financement du terrorisme, afin de sécuriser les transactions qui sont opérées sur ces marketplaces. Et pour finir, quelques chiffres. Lemonway a géré un petit peu plus de 3 milliards d'euros de flux de paiement entrant et sortant en 2020. On a ouvert plus de 8 millions de comptes de paiement depuis l'obtention de notre agrément en 2012. Et puis, on est ravis de compter parmi nos équipes 107 collaborateurs super énergiques qui accompagnent au quotidien l'évolution de la tendance marketplace sur la partie paiement régulé. Je te laisse la parole, peut-être, Paul, pour que tu puisses introduire Asavoka et puis entrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup, Karine. Merci à Lemonway de me donner le micro et de nous faire confiance. Bonjour à tous. Alors, pour ma part, je suis donc effectivement Paul Benelli, je suis avocat à la Cour et directeur des pôles Marketplace et FinTech au sein du cabinet, qui, comme leur nom l'indique,
sont dédiés pour le pôle marketplace à l'accompagnement des projets de plateforme, quels qu'ils soient, plateforme, marketplace, dropshipping, et pour le pôle fintech à l'accompagnement des sociétés qui se targueraient d'être des sociétés innovantes dans la finance, notamment pour l'accompagnement de celles-ci pour l'obtention d'agréments bancaires, comme celui dont bénéficie Lemonway. En ce qui concerne le cabinet AS, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, c'est un cabinet d'avocats qui est entièrement dédié au digital et qui donc a plusieurs pôles, en l'occurrence 5, un pôle IT qui est dédié au e-commerce, à la cybersécurité, à la cybercriminalité. Donc il y a beaucoup de travail en ce moment avec tous les hackings que vous voyez et puis les incendies dans des entrepôts. Et un pôle IP qui est donc dédié à la défense des marques, des brevets, etc. Et un pôle contentieux, on ne se refait pas, on reste avocat. Et donc, comme vous le voyez ici, pas mal de départements qui permettent d'accompagner de manière toujours plus précise et spécialisée différents acteurs. Ce qui va nous démarquer d'autres confrères, c'est à titre principal, c'est une équipe relativement jeune, donc avec un accompagnement qui l'est aussi, et très rapide et proche de nos clients, et surtout une expertise très forte sur la donnée, qu'elle soit personnelle ou non personnelle, donc avec notamment une triple labellisation par la CNIL pour des audits, pour de la formation. Donc naturellement, on est très spécialisé dans le droit des nouvelles technologies, ce qui nous a valu quelques victoires au sein de classements qu'on connaît tous. Et pour situer un peu nos clients, dont bien sûr la plupart sont confidentiels, néanmoins on vous a mis quelques références qui ne le sont pas ici. Donc comme vous le voyez, on accompagne à la fois des marketplaces B2C comme ManoMano, B2B comme Metro, qu'on connaît tous, Metro Cash and Carry, des marketplaces C2C comme j'en cherche dans les références mais je n'en vois pas, mais aussi, ou Little Big Connection ou Decathlon en l'occurrence qu'on a accompagné, ou OnePart tout simplement, et en produit comme en service. Donc vous voyez, Little Big Connection, pour ceux qui connaissent, c'est une marketplace qui vous permet de trouver des prestataires, notamment IT. Voilà. Donc et sur la partie fintech, on va accompagner des acteurs comme Swile, donc les tickets de paiement, les tickets restaurants dématérialisés, ou Joe. Avant que je vous présente le sommaire, remarquez, je vais vous le présenter, ensuite on passera au petit sondage avec Karine. Tout à fait. Alors, ce matin, naturellement, n'hésitez surtout pas à nous poser toutes vos questions. Je rebondis un peu sur ce que disait Karine, mais vous avez un onglet, soit le chat, soit un onglet questions, qui vous permet de poser vos questions. L'idée, c'est aussi qu'il puisse y avoir une interaction et qu'on puisse répondre à vos questions précises. Ceci précisé, on va vous présenter, donc il y a 6 parties, les grandes nouveautés. En premier lieu, je reviendrai sur ce qu'est une marketplace et le cadre général, avec notamment quelques définitions et la nomenclature que je vais utiliser ensuite. Ensuite, je présenterai les règlements DSA et DMA, donc les nouveaux règlements qui ont été publiés en décembre par l'Union européenne. Le règlement P2B qui a été, donc pour Platform to Business, qui vient réglementer les relations entre l'opérateur et le vendeur et qui a été publié en juillet de l'année dernière. Les nouvelles obligations fiscales sur lesquelles je reviendrai de manière assez superficielle, puisque Lemonway va consacrer un webinaire à cette question. Naturellement, on s'apesantira un peu sur le renforcement des contrôles, à la fois de la CNIL et de la DGCCRF, avec quelques sanctions qui sont tombées très récemment. Et enfin, on fera un petit focus sur l'encadrement de la vente par la plateforme de ses propres produits, puisque cette activité, avec une double casquette, à la fois opérateur et vendeur, a tendance à être de plus en plus réglementée. Mais avant toute chose, et avant que je rentre dans le vif du sujet, il serait intéressant pour nous qu'on fasse un petit sondage, et que vous y répondiez surtout, pour savoir finalement quel type de projets sont représentés aujourd'hui. Tout à fait. Et pour le coup, donc avant de commencer, donc on va poster ce premier petit sondage. Donc sur la partie droite de votre écran, vous avez un onglet. L'idée, c'est un petit peu mieux de connaître l'audience et de finalement rappeler avec Paul et de faire un petit focus sur vos typologies de plateformes. Donc quel type de plateforme avez-vous lancé ou êtes-vous en train de lancer? Donc une plateforme B2B, une plateforme C2C, une plateforme B2C ou une plateforme hybride qui mêle ces modèles. Donc, on reviendra un petit peu plus tard sur ces résultats et on stoppera peut-être à la fin de la prochaine section pour que Paul puisse faire un petit retour spécifique et un petit highlight.
je précise, donc B2C, c'est qui met en relation des professionnels avec des consommateurs, B2B, des professionnels entre eux, buyer to buyer, et plateforme C2C, c'est les plateformes un peu d'économie collaborative, donc consumer to consumer, donc des non-professionnels entre eux. Et hybride, c'est quand ça mêle un peu tout. Alors, si on rentre dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'une marketplace? A priori, tout le monde ici le sait plus ou moins, néanmoins, ça peut être intéressant de revenir dessus. Le principe d'une marketplace, c'est non pas de vendre en direct, mais de référencer un ensemble de vendeurs ou de prestataires dédiés à une activité. Par exemple, je viens référencer l'ensemble des vendeurs de chaussettes sur ma plateforme. La particularité des marketplaces, c'est que naturellement, il y a des géants tels que Amazon qui vont avoir une gamme de services extrêmement large. Mais en règle générale, le succès d'une marketplace réside justement dans le fait de s'adresser à une verticale, donc à un seul type de produit ou de service. L'opérateur de la marketplace, parce que c'est comme ça qu'on appelle une personne qui vient éditer et exploiter une marketplace, se contente de mettre les gens en relation, donc d'un côté les vendeurs et d'autre côté les acheteurs. D'un point de vue contractuel et donc juridique, ça se passe comme ça. Alors naturellement, c'est propre à chaque projet, mais en règle générale, c'est comme ça que ça se passe. Donc vous avez l'opérateur au milieu qui va venir conclure avec les vendeurs des conditions générales de service. Ça peut avoir d'autres noms, hein. Ça peut être des conditions générales d'utilisation vendeur, ça peut être un contrat de partenariat. Néanmoins, c'est un contrat qui va dire, voilà, moi, opérateur, je vous référence sur la plateforme, je vous mets à disposition une architecture logicielle qui est composée donc d'un back-office, d'outils qui vous permettent d'importer votre catalogue et naturellement d'une brique de paiement. Vis-à-vis des clients, on a des conditions générales d'utilisation, qui est un document donc obligatoire et qui a vocation à indiquer qui est l'opérateur, comment est-ce qu'il intervient de manière claire, loyale et transparente. Et enfin, vous avez un contrat qui est conclu directement entre le vendeur et le client, qui est donc les conditions générales de vente en règle générale, et auquel l'opérateur n'est pas partie, pour la simple et bonne raison qu'un opérateur est un courtier, on y reviendra, mais en règle générale, un intermédiaire. En tant qu'intermédiaire, il se contente de mettre en relation le vendeur et le client, sans pour autant être garant de l'exécution de la transaction dont il permet la conclusion. Je le disais justement, donc l'opérateur est intermédiaire. D'un point de vue plus juridique, on parle de courtier. C'est le statut qui est en règle générale appliqué, suite notamment à une longue saga qu'on appelle la saga eBay, et qui finalement entérinait le fait qu'une plateforme comme eBay, qui est donc une des premières marketplaces, met en relation plusieurs personnes, mais se retire au moment de la conclusion de la vente et est extérieur à cette vente. Le courtier en tant que tel, finalement, a 5 missions principales. La première, naturellement, c'est de rechercher un contractant. La deuxième, c'est de rendre compte. Donc là, c'est ce qu'on va voir ensuite, c'est toutes les obligations qui mènent l'opérateur de plateforme à fournir un back-office qui permet au vendeur de savoir combien de transactions il a fait, combien de chiffre d'affaires il a généré et quelles sont les obligations fiscales de chacun. Le courtier doit s'assurer de l'identité et de la capacité des parties. C'est la raison pour laquelle il est très commun qu'un opérateur vous demande des informations sur votre identité, au-delà même du KYC, la procédure de Know Your Customer qui vous est imposée par le PSP, le prestataire de service de paiement. Et puis, bien sûr, vous devez vous assurer de la licéité des produits ou des services vendus, ça on y reviendra. Il faut bien distinguer en matière de responsabilité, je voyais tout à l'heure certaines de vos questions sur quelle est la responsabilité de l'opérateur. Il faut distinguer la responsabilité quant aux contenus qui sont publiés par les vendeurs, donc les fiches produits, les photos, voire les messages sur les forums, de la responsabilité liée aux transactions en tant que telles. En ce qui concerne d'abord les contenus, donc tout ce qui est publié par les vendeurs de manière plus ou moins libre, on réfléchit selon la dichotomie juridique classique, c'est une distinction entre le statut d'éditeur et d'hébergeur. Principalement, un éditeur, c'est la personne qui a la connaissance du contenu, qui le contrôle. Dès lors, à partir du moment où il a ce contrôle, il est normal que l'éditeur soit responsable du contenu. L'hébergeur, quant à lui, c'est une personne qui se contente d'héberger, comme son nom l'indique, de stocker le contenu, et dès lors qu'il n'a pas connaissance de ce contenu, il bénéficie d'une responsabilité allégée. Responsabilité allégée qui finalement conclut au fait que un hébergeur ne va être responsable que si, à partir du moment où on lui a notifié qu'un contenu était illicite, il n'a pas agi promptement. Donc,
Concrètement, je suis opérateur de plateforme, je suis en principe et en règle générale hébergeur, dès lors que je n'ai pas connaissance des contenus qui sont publiés par les vendeurs. Je peux engager ma responsabilité au titre d'un contenu illicite si on m'a notifié le fait qu'il était illicite, par exemple qu'une photo qui était utilisée était protégée par le droit d'auteur, donc c'était une contrefaçon. On me l'a signalé, je suis allé voir et je n'ai pas agi promptement pour le retirer. Si jamais je n'ai pas agi promptement, j'engage ma responsabilité. Donc, et en ce qui concerne la transaction, comme je le disais, donc statut d'intermédiaire, donc je ne suis pas supposé engager ma responsabilité si jamais la transaction est mal exécutée par le vendeur. D'un point de vue juridique, et c'est la raison pour laquelle on vous posait la question de savoir finalement quel était votre type de projet, si c'était plutôt du B2C, du B2B, etc. La majorité des obligations qui incombent aux opérateurs de plateforme se retrouvent dans le code de la consommation qui régit les relations entre un professionnel et un consommateur, donc les relations B2C. C'est la raison pourquoi on vous demandait finalement quel est le projet, quel est le type de projet que vous menez, parce que je vais revenir sur les obligations et vous verrez que la plupart d'entre elles sont applicables uniquement aux plateformes B2C et C2C. Donc en l'occurrence, d'un point de vue juridique, une marketplace, c'est une plateforme en ligne et ce statut et cette nature de plateforme en ligne regroupe à la fois les plateformes qui font du classement et du référencement de biens ou de services, donc c'est les moteurs de recherche, c'est les sites de petites annonces, etc. Et d'autre part, les marketplaces. Mais finalement, toutes les plateformes, dès lors qu'on n'est pas sur un site e-commerce classique, sont considérées en règle générale comme une plateforme en ligne et sont concernées par les obligations sur lesquelles je vais revenir dans quelques secondes. Mais Karine, est-ce qu'on a des résultats de sondage ? Tout à fait. Alors, on a la réponse au sondage, mais on a aussi des questions. Donc, pour le coup, sur les réponses au sondage, donc on a majoritairement des plateformes B2C qui sont en ligne avec nous et aussi des plateformes hybrides, mêlant en fait c'est l'ensemble de ces modèles. Et moindre mesure B2B et encore moins C2C. Donc voilà, on est dans le vif du sujet avec notre audience. En termes de questions, il y en a une qui est posée par Fabien qui nous demande si donc une plateforme comme Deliveroo et plus globalement celle de la foodtech sont-elles également des courtiers ? Alors ça c'est intéressant parce que alors Deliveroo, pour ceux qui connaissent pas, on n'est pas sur le schéma que j'ai montré tout à l'heure, on est sur un schéma encore plus complexe puisque Deliveroo va venir se plugger et mettre en relation des livreurs avec des restaurateurs, mais aussi en mettant tout ce petit monde en relation avec des gens qui pourraient acheter ces repas. Donc il y a une relation multipartite bien plus complexe. Donc pour répondre, oui, ce sont des courtiers, toujours, puisqu'ils se contentent de mettre en relation. Maintenant, c'est pour ça que je précisais bien, en général, les opérateurs de plateforme sont courtiers, mais il y a d'autres statuts qui peuvent s'appliquer, tels que mandataire, si vous êtes mandaté que, par exemple, par les livreurs, et pas du tout par les restaurants, à ce moment-là, vous n'êtes pas forcément courtier, vous êtes mandataire. Donc, c'est un peu compliqué de donner une réponse immuable à cette question, mais en règle générale, oui, y compris la foodtech, sont considérés comme des courtiers. Très bien. Ensuite, on a aussi une question sur la partie TVA, mais je pense qu'on y reviendra juste après dans la section dédiée. Très bien. Bon, n'hésitez pas à poser vos questions de toute manière. Alors, je vois Guillaume, outre un produit illicite, quelle autre raison peut engager la responsabilité de l'opérateur en cas de statut d'éditeur ? CF, aiguiller le vendeur, c'est la présentation de son offre. Le problème, c'est à quel titre un opérateur de plateforme pourrait engager sa responsabilité en tant qu'éditeur ? Alors, je parlais tout à l'heure d'un contenu illicite, d'un contenu contrefaisant. C'est par exemple, pour illustrer, je dis n'importe quoi, une tondeuse, j'utilise, ou plutôt un hôtel, j'utilise une photo que j'ai trouvée sur Internet. Manque de peau, c'était une photo qui n'était pas générique, qui était originale, qui était protégée par du droit d'auteur. Et donc, la photo est contrefaisante dès lors que je l'utilise alors que j'en ai pas les droits. Donc là, typiquement, si jamais l'opérateur était considéré comme éditeur, il pourrait être considéré comme partiellement contrefaisant. Mais pour répondre de manière encore plus précise, aujourd'hui, quand on regarde la jurisprudence, ont été considérés comme éditeurs uniquement Alibaba,
et c'était uniquement en première instance, ça a été cassé ensuite, et c'était au titre de produits contrefaisants. En l'occurrence, c'était du mobilier de bureau Lafuma, qui était vendu par des vendeurs asiatiques, alors même qu'ils n'avaient aucun droit de vendre ces produits Lafuma. Donc, la contrefaçon, c'est d'une part, je vais recopier une œuvre, mais c'est aussi sortir de son circuit de distribution des produits qui sont protégés par une marque. Et là, en l'occurrence, c'était ça. Donc là, en l'occurrence, Alibaba a été considéré comme partiellement responsable de la contrefaçon, parce qu'ils n'avaient pas agi promptement quand on leur avait notifié le caractère illicite de ces produits, en l'occurrence le fait qu'ils étaient contrefaisants. Mais ça peut aussi être, par exemple, comme ça a été le cas pour la Redoute il y a quelques années, un vendeur qui publie une photo pour illustrer les maillots de bain et puis derrière il y a des enfants nus. Ou carrément on se trompe de fichier et pour illustrer un produit, on met une photo à caractère pornographique. Alors si je continue, pour toutes les plateformes, donc B2C et C2C, vous avez un certain nombre d'obligations qui s'articulent autour de trois grands principes que sont la clarté, la loyauté et la transparence. En premier lieu, vous allez devoir indiquer comment vous référencez les biens et les produits dès lors que, par exemple, le fait que vous soyez payé ou que vous proposiez à certains vendeurs d'être sponsorisés va influer l'ordre de référencement. Ensuite, vous allez devoir indiquer l'existence d'un lien capitalistique ou de relations contractuelles avec certains vendeurs si ces liens capitalistiques influent sur l'ordre des produits. Ensuite, vous allez devoir indiquer qui est l'annonceur. Si par exemple, il y a un produit qui est vendu, vous allez devoir indiquer qui est à l'origine de cette offre, si c'est un professionnel ou un consommateur. Vous allez naturellement devoir indiquer comment vous contrôlez les avis, quand est-ce qu'ils ont été publiés, si vous les modérez, comment, pourquoi, selon quels critères, combien de temps vous les référencez. Vous allez, et ça c'est un point très important, notamment pour les plateformes C2C, vous allez devoir rappeler à l'ensemble des utilisateurs quels sont leurs droits et obligations en matière fiscale. Ça, on y reviendra dans la partie fiscale, mais il est essentiel que vous mettiez à disposition des infographies ou des liens qui sont fournis par le gouvernement et qui explicitent, voilà, à partir de quel moment je suis considéré comme professionnel, à partir de quel moment il faut que je crée une société, à partir de quel moment il faut que je m'affilie à un certain régime et que je paye une TVA. Il faut naturellement que je décrive quels sont les biens et les services vendus. Il faut, si jamais c'est à la charge du consommateur, il faut que je dise quel est le prix du service de mise en relation, parce qu'en règle générale, la commission de l'opérateur est mise à la charge du vendeur, mais il arrive que sur certaines plateformes, elle soit à la charge aussi des acheteurs. Il faut que j'indique, et là c'est particulièrement intéressant pour Lemonway, qui est un prestataire de service de paiement, il faut que j'indique comment je gère la transaction financière. Donc si je le fais moi-même, en encaissant les fonds et ensuite en les reversant, ou si, et ça c'est la très grande majorité des cas, si je passe par un prestataire de service de paiement comme Lemonway. À ce moment-là, je dois indiquer comment Lemonway intervient, s'ils ont un agrément, etc., etc. Il faut que j'indique si je propose des assurances ou des garanties. Ça, c'est par exemple Drivey. Lorsque vous louez une voiture sur Drivey, vous avez une assurance qui vous est proposée, une assurance qui est conclue par Drivey au profit de toute personne qui viendrait conclure une location sur la plateforme. Et enfin, il faut que j'indique, dès lors que je suis censé être uniquement intermédiaire et pas m'immiscer dans la transaction dont je permets la conclusion, il faut que j'indique comment j'interviens dans les éventuels litiges. Ça, c'est essentiel. Donc, voici en très résumé le grand corps des relations, des obligations qui incombent à tout opérateur de plateforme. Pour plus spécifiquement les plateformes C2C, il faut bien rappeler aux vendeurs, quel qu'il soit, donc a priori consommateur, mais il arrive en règle générale qu'il puisse avoir plusieurs statuts, que si jamais il publie une offre, si jamais il se considère comme consommateur, il faut qu'il indique si jamais c'est un vendeur professionnel. Pourquoi? Le fait de proposer un produit en se targuant du fait de ne pas être un vendeur professionnel alors qu'on l'est, c'est une pratique commerciale trompeuse. Il faut naturellement que j'indique le prix total des biens et services, pas de frais cachés, etc. Et pour chaque offre, quand je suis en C2C, il faut que l'opérateur indique quelles sont les garanties mises à la disposition du client. Donc, est-ce qu'il y a de la garantie de conformité, un droit de rétractation, des vices cachés, etc. Pour ceux d'entre vous qui seraient porteurs d'un projet de marketplace B2B, donc de mise en relation entre professionnels, tout ce que je viens de dire, vous n'avez pas l'obligation d'appliquer toutes ces règles.
En revanche, vous en avez une et qui est commune à toutes les plateformes B2C, B2B, C2C, c'est des obligations fiscales. En l'occurrence, c'est informer les utilisateurs de la plateforme sur leurs obligations fiscales et sociales à chaque transaction. C'est par exemple via un récapitulatif. Envoyer en janvier de chaque année un relevé utilisateur qui récapitule le montant brut des transactions annuelles. Et le cas échéant, attention, ça c'est quelque chose qui est assez régulièrement oublié parce qu'il faut dire que c'est depuis l'année dernière, un opérateur de plateforme est supposé transmettre de manière spontanée à l'administration fiscale l'ensemble de ses relevés utilisateurs et donc les récapitulatifs des transactions qui sont réalisées par son intermédiaire pour permettre à l'administration fiscale de contrôler. Les deux seules exceptions, c'est si jamais en fait, je n'ai pas à communiquer ces informations pour tous les vendeurs qui auraient fait moins de transactions et moins de 3 000 euros sur l'année de chiffre d'affaires. Mais ça, je crois, Karine, sans trop me tromper, que les manuels aident à remplir ces obligations fiscales. Via en effet un prestataire qu'on a, on a un partenariat avec un prestataire qui s'appelle Phonoa et qui justement permet justement de faciliter toute la dimension collecte de la TVA et toute la dimension fiscale, en effet. Alors, je précise parce que Karine le disait à juste titre qu'on est partenaire Lemonway. En tant qu'avocat, on n'a pas le droit, on est agnostique, hein, on n'a pas le droit de mettre en avant un prestataire plutôt qu'un autre, etc. Donc, si je mets en avant ou si je loue des qualités de Lemonway, c'est en âme et conscience et pas du tout parce que on m'a donné un billet. Donc, je n'ai pas d'intérêt financier et au contraire, je confirme. Je serais responsable pénalement si jamais je ne restais pas indépendant et impartial. Voilà, alors on arrive à la fin de cette première partie qui était essentielle. Je vois que j'ai mis beaucoup plus de temps que prévu, c'est normal, c'est classique. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Alors, on a une question de Sandy. Donc, pour cette dernière obligation fiscale, c'est cumulatif, les 20 transactions et 3 000 euros? Oui, c'est cumulatif. Okay, très bien. Sur la transmission des données à l'administration fiscale, elle est uniquement sur les plateformes B2B? Toutes les plateformes. Plateforme. Donc, okay. C'est B2C, B2B, C2C, toutes. Mais en revanche, les obligations fiscales sont les seules obligations qui incombent aux plateformes B2B de manière obligatoire. Très bien. Je vois qu'on a pas mal de choses à couvrir encore. De toute façon, ouais, n'hésitez pas quand même à poser vos questions. De toute façon, on fera aussi un extract des questions et on les enverra à Paul qui pourra aussi vous répondre directement par email à la suite de la session, si jamais on n'a pas couvert vos questions et on n'a pas répondu à vos demandes. Alors, première grande nouveauté, la Commission européenne et l'Union européenne ont publié en décembre dernier 2 règlements qui s'appellent les DSA et DMA. Le DSA pour Digital Services Act, donc c'est à titre principal un projet de règlement. Donc attention ici, DSA, DMA, je parle de projets de règlement qui sont actuellement en débat et donc qui ne seront pas publiés de manière définitive avant au moins 2022, puisqu'il y a un jeu de navette qui va se faire. Le Digital Services Act a pour vocation tout simplement de créer de nouvelles obligations à la charge des opérateurs pour être proactifs et plus les intégrer dans la lutte contre les justement contenus illicites dont je parlais tout à l'heure. Le Digital Market Act a pour objet, lui, d'empêcher toutes les infractions aux droits de la concurrence qui sont notamment créées par les GAFA, les très grandes plateformes. Mais on y reviendra. Alors, en ce qui concerne le DSA, donc vous voyez là pour les slides qui concernent les DSA et DMA, si vous vous posez la question de sur quel projet de règlement je suis, vous regardez en haut à droite. Donc là, sur le DSA, comme je le disais, la vocation générale du DSA, c'est de mieux impliquer les services d'intermédiation en ligne dans la lutte contre les contenus illicites. Et la majorité des obligations incombent aux plateformes employant plus de 50 personnes et générant plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Donc, ça veut bien dire que pour les entre guillemets petits projets, sans que ça ait rien de péjoratif dans mon langage, vous n'êtes pas concerné par ce futur règlement au début de votre activité. Si on doit schématiser les grandes nouveautés que va apporter le DSA, en premier lieu, vous avez une meilleure traçabilité des vendeurs ou des prestataires qui va s'articuler autour d'un KYC. Donc, vous voyez, par exemple, quand vous faites appel à un prestataire de service de paiement sur votre plateforme, le prestataire de service de paiement vous demande de collecter un certain nombre d'informations auprès du vendeur pour mieux le connaître et lui fournir des services de paiement. Eh bien, sachez que à l'avenir, l'opérateur, même s'il ne fait pas appel à un PSP, devra réaliser ce KYC pour mieux connaître les vendeurs qui réalisent des transactions par son intermédiaire.
De la même manière, le vendeur devra s'auto-certifier sur le fait qu'il est conforme aux droits de la consommation européenne. De la même manière, il y aura un meilleur respect des droits des utilisateurs au travers notamment des conditions générales d'utilisation qui devront être toujours plus transparentes. Un peu, donc, la Commission européenne s'inspire directement de ce que nous, on a déjà créé en France. Et de manière générale, l'opérateur devra être plus transparent avec notamment des règles de modération des contenus bien plus transparentes, avec notamment une obligation de publier un rapport annuel sur les activités de modération. Qu'est-ce que j'ai modéré, pourquoi, au terme de quel type de procédure. En ce qui concerne les très grandes plateformes, donc plus de 45 millions d'utilisateurs par mois, là, il y a un certain nombre d'obligations. En premier lieu, faire réaliser annuellement un audit à ses propres frais de la conformité aux droits de l'Union européenne. Donc ça, pour le coup, c'est important. Ce d'autant plus que, comme vous le voyez au point 4, ça va venir se cumuler avec l'obligation d'avoir un responsable de la conformité au règlement européen. Donc, si vous êtes une grande plateforme qui agit en Europe, vous aurez l'obligation d'embaucher quelqu'un qui va être donc un responsable de la compliance au niveau européen. J'ai finalement de beaux jours devant moi quand j'en aurai marre d'être avocat. Sur le point 2, vous devrez avoir un registre public des annonces publicitaires qui ont été publiées par votre intermédiaire. Pourquoi? C'est tout simplement pour pouvoir dire, a posteriori, ah bah écoutez, telle personne a vendu, je dis n'importe quoi, une arme, eh bien, voilà, regardez, moi j'ai le registre sur un certain nombre d'années et je peux vous dire que telle personne m'avait donné telle carte d'identité, vous pourrez la trouver à tel endroit. Point 3, vous devrez développer une API qui permet à la Commission européenne de se connecter à la base de données de la plateforme pour vérifier comment la plateforme gère les données. Et enfin, une obligation générale de coopération avec la Commission européenne et son coordinateur. Et ça, plus pour pouvoir faire des rapports d'évaluation des risques systémiques, donc on est vraiment sur un niveau très high level, c'est vraiment permettre à la Commission européenne de voir quelle est l'influence de plateformes telles que Amazon sur le marché global de l'Union européenne. Et puis bien sûr, parce que c'est toujours intéressant, création de nouvelles sanctions qui sont particulièrement dissuasives, puisqu'elles peuvent aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires annuel de l'opérateur en cas de violation du règlement. Vous voyez, 6% du chiffre d'affaires annuel d'un Amazon, c'est particulièrement important. En ce qui concerne le DMA, donc le Digital Market Act, sa vocation à lui, c'est de tout simplement créer un cadre et des obligations à la charge de ce qu'on appelle les contrôleurs d'accès, donc les gatekeepers en anglais, pour éviter toute distorsion de concurrence. Là, c'est directement lié, par exemple, à la Commission européenne qui attaque Amazon pour des infractions à la concurrence parce qu'elle considère qu'Amazon, en étant à la fois opérateur et vendeur sur sa propre plateforme, utilise les données qu'elle détient pour se donner un avantage concurrentiel. Sont considérés ou seront considérés comme très grandes plateformes et donc gatekeepers et concernés par ces obligations uniquement des plateformes qui font plus de 6,5 milliards de chiffre d'affaires en Europe sur les 3 derniers exercices, ont une capitalisation boursière de plus de 65 milliards et sont considérés comme plateformes essentielles dans au moins 3 États membres. Ça, c'est le point 1, donc il faut un point important. Point 2, il faut être un point d'accès majeur, donc en l'occurrence, agréger plus de 45 millions d'utilisateurs par mois en Europe et avoir plus de 10 000 vendeurs référencés sur la plateforme. Et enfin, avoir une position solide et durable, donc ce qui veut dire que pouvoir justifier du fait d'être un point d'accès majeur sur les 3 dernières années, tout en sachant que ces critères sont supposés évoluer à l'avenir. Vous voyez, c'est uniquement certains d'entre nous qui sont aujourd'hui ici. Les grandes nouveautés, alors en premier lieu, le gatekeeper va devoir cloisonner les données personnelles et éviter de cumuler et de mélanger les données. Là, on fait directement référence, par exemple, à Facebook, qui en rachetant WhatsApp, a dit à la Commission européenne, je vous assure qu'en rachetant WhatsApp, je ne vais pas aller chercher les données de WhatsApp pour les interconnecter avec celles que j'ai de mes utilisateurs Facebook. Ça, au moment où il devait avoir l'accord de la Commission européenne pour acheter WhatsApp, vis-à-vis des risques anticoncurrentiels, sous serment, ils ont dit, je vous assure que je ne mélangerai pas ces données. Ils l'ont fait 1 an après et ils ont eu une sanction, je ne sais plus exactement, je crois que c'est 242 millions d'euros ou quelque chose comme ça, mais donc plus de 200 millions d'euros.
mais ils l'ont fait. Donc aujourd'hui, en tout cas demain, lorsque le DMA sera adopté, il y aura une interdiction formelle de combiner toutes ces données. Il faudra les cloisonner. Si vous êtes la même société, vous gérez Facebook, WhatsApp, Instagram, les données doivent rester cloisonnées. De la même manière, vous devrez toujours permettre l'authentification tierce. Si jamais Facebook demain crée une marketplace globale ou Amazon, je dois permettre à toute personne de s'authentifier via des services tiers, pas uniquement via mon service d'identification Amazon pour pouvoir garder toutes les données. Et enfin, et ça c'est un point essentiel, je ne devrais pas utiliser les données contre les vendeurs que je référence pour ne pas créer de distorsion de concurrence. Donc je dois indiquer à quelles données j'ai accès et ce que j'en fais. Et en tout état de cause, et ça c'est un point essentiel, j'ai l'interdiction d'utiliser les données que je vois transiter par mon intermédiaire pour privilégier mes propres produits. Ça, on y reviendra dans la dernière partie. Mais j'ai une interdiction, de facto, d'accorder un meilleur classement à mes propres produits par rapport à ceux des vendeurs. Voici pour les DSA et DMA. Et s'il y a des questions qui sont spécifiques à ces deux projets de règlement? Alors, donc on a des questions plus globalement, en effet, sur le coût de l'API ou base de données pour la CEE. Est-ce que tu as une idée Aucune idée pour l'instant. Là, on est vraiment sur des projets de règlement. On est encore longtemps en avant. Et de manière générale, les réglementations européennes se contentent de donner un cadre et c'est ensuite aux différents pays de créer un cadre plus précis, plus pratique, plus spécifique. En tout cas de cause, il n'y aura pas de réglementation ou de projet, quel qu'il soit, qui détermine le coût. Ils vous demandent de créer une API, peu importe le coût. Je vois que tu as répondu à la question concernant la compliance. Est-ce que c'est possible finalement de faire appel à un prestataire externe, voire un cabinet d'avocats pour externaliser sa compliance? Alors, la compliance, c'est très régulièrement fait par un avocat, donc un prestataire extérieur. Là, quand il demande d'avoir une personne qui est responsable de la conformité, probablement, ça va être possible de l'externaliser. C'est déjà le cas pour le RGPD. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés qui doivent avoir un DPO, donc un délégué à la protection des données. Ça arrive très régulièrement que ce soit un avocat qui se voit externaliser cette responsabilité. Nous, le cabinet, on est DPO j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois de plus de 50 sociétés. Avant de poursuivre sur la suite, on va poster un nouveau sondage sous la forme de l'affirmation suivante. Donc, je vends mes propres produits sur ma plateforme, agissant à la fois comme opérateur et vendeur. Oui, non. Et on reviendra sur les réponses, Paul, pour que tu puisses nous apporter un éclairage un peu spécifique. Je crois qu'on a une session dédiée en toute fin sur la partie encadrement de la vente par les plateformes. Très bien. Alors, c'est une nouvelle question. En ce qui concerne, alors ça, je vous invite à être particulièrement attentif sur le règlement P2B, puisque là, pour le coup, même si on est ici pour parler de projet, ici, c'est un règlement qui a donc été publié en juillet dernier, qui est entré en vigueur en juillet dernier, donc qui est de pleine application, et qui est donc applicable à toutes les plateformes C2C et B2C, pas pour les plateformes B2B. Et qui vient réglementer les relations notamment contractuelles entre l'opérateur et le vendeur. En l'occurrence, 5 grands points dans ce règlement, si on doit schématiser. Il vient encadrer les suspensions et les fermetures des comptes marchands. Là, on vient directement lutter contre les opérateurs qui, du jour au lendemain, fermaient les comptes des vendeurs dont ils n'étaient pas satisfaits. Obligation de mettre en place un système interne de traitement des plaintes des vendeurs. Donc ça, c'est typiquement pour éviter l'engorgement des juridictions face à des contentieux de masse. Je pense notamment à tous les chauffeurs Uber, vis-à-vis de Uber. Il faut une transparence concernant l'accès aux données. Donc, je dois d'ores et déjà dire, moi, opérateur, j'ai accès à telles données, voici ce que j'en fais et voici lesquelles je mets à disposition des vendeurs. Création d'une nouvelle action de groupe pour les marchands. Donc là, on revient typiquement sur des contentieux de masse type Uber. C'est si jamais X centaines de chauffeurs sont mécontents de l'opérateur de la plateforme, en l'occurrence Uber ou d'autres plateformes de VTC, ils peuvent agir de manière groupée vis-à-vis de lui, ce qui n'était pas possible jusque-là. Et enfin, et ça c'est un point essentiel parce que c'est souvent le cas sur les marketplaces, un opérateur de plateforme B2C va devoir indiquer
s'il traite de manière différente les différents vendeurs. Par exemple, je dis n'importe quoi, je suis une plateforme de bricolage. Certains de mes vendeurs sont toujours mieux référencés que d'autres. Eh bien, je dois dire, c'est parce qu'ils me donnent de l'argent, parce que j'ai un service premium qui coûte tant par mois. Si vous payez, je dis n'importe quoi, 50 € de plus que les autres, vous serez toujours en tête de gondole. Vous avez le droit de créer des traitements différenciés. Il faut juste les justifier de manière objective et transparente. Voici pour le règlement P2B. Ayez donc bien à l'esprit qu'il est d'ores et déjà applicable. Est-ce qu'il y a des questions en ce qui concerne le règlement P2B? Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. En revanche, il y a peut-être une question intéressante. Donc, Guillaume a cru comprendre que les plateformes devront valider les KYC eux-mêmes. Je crois que ça se réfère à la partie précédente sur l'authentification. Donc, les plateformes devront valider les KYC eux-mêmes en plus du PSP ou seule validation de la plateforme suffira? Alors, a priori, il y aura deux KYC différents. Le KYC pour ceux qui ne connaissent pas forcément le KYC, c'est une procédure qui s'appelle Know Your Customer. C'est une obligation, c'est en fait le prestataire de service de paiement qui fournit du service de paiement aux vendeurs qui sont référencés sur la plateforme, va demander à l'opérateur de collecter un certain nombre d'informations pour mieux connaître les vendeurs à qui il va fournir des services de paiement, et ce, pour pouvoir remplir ses obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc la vocation du KYC qui est imposé par le PSP, c'est lutter contre le terrorisme et le financement et son financement et le blanchiment. Demain, la plateforme va devoir elle-même réaliser un KYC, mais il sera beaucoup plus léger parce que sa vocation, c'est uniquement de mieux connaître les vendeurs dans l'hypothèse où ils feraient n'importe quoi via la plateforme. Mais en l'occurrence, à mon avis, on pense plus aux infractions fiscales. Donc, a priori, il y aura deux types de KYC distincts avec des pièces différentes à demander qui pourront se recouper, hein. Mais ce sera deux KYC distincts. Mais comme c'est le cas à l'heure actuelle, finalement, aujourd'hui, la plupart des grandes plateformes, quand vous vous connectez en tant que vendeur, ils vous demandent votre cabis, la pièce d'identité, etc. Éléments qui sont aussi demandés par le PSP. Donc, à ce moment-là, il faudra voir dans quelle mesure est-ce que l'opérateur a le droit de communiquer directement au PSP des pièces qu'il a d'ores et déjà collectées pour son propre compte. Et je complète, en effet, le KYC est fait à la fois sur les personnes physiques et morales, en effet. Donc, on appelle aussi communément le KYB, Know Your Business. Et donc, question de Daniel, peut-on suivre l'évolution des règlements DSA et DMA directement avec un prestataire ou un avocat? Tout est possible, directement sur le site de la Commission européenne. Mais bon, et c'est pas très à jour, c'est assez light. Un prestataire ou avocat, tout ça fonctionne. Mais les avocats, c'est mieux. En ce qui concerne les nouvelles obligations, c'est un point essentiel pour 2021. Il y a des nouvelles obligations fiscales qui apparaissent depuis 2-3 ans et qui sont toujours à la charge de l'opérateur parce que, en tout cas d'un point de vue français, le législateur veut toujours plus impliquer l'opérateur dans la lutte contre les mauvais payeurs. Et c'est vrai qu'on peut comprendre ça dans la mesure où l'opérateur est le témoin privilégié de toutes les transactions qui sont réalisées par la plateforme. Et donc, c'est normal c'est normal, en tout cas, ça peut s'entendre, qu'on veuille lui donner un rôle et tout simplement un rôle de coopération avec l'administration fiscale. En l'occurrence, tout à l'heure, je vous indiquais qu'aujourd'hui, il y a 3 types principaux d'obligations. C'est 1, informer les utilisateurs de leurs obligations fiscales. 2, leur envoyer en janvier un relevé utilisateur. Et 3, transmettre à l'administration fiscale ce récapitulatif. Demain, à partir de juillet de cette année, tout opérateur devra tenir un registre des commandes qui sont réalisées par la plateforme pour pouvoir vérifier qu'il y a un bon paiement de la TVA. Et ce, pendant 10 ans. Donc, alors même qu'un opérateur est supposé être simple intermédiaire, et donc ne pas être responsable de la transaction sous-jacente, eh bien demain, l'opérateur devra avoir un registre spécifique dans lequel il dit, sur les 10 dernières années, voici toutes les transactions que j'ai permises, et voici la TVA qui aurait dû être payée. Ce, pour pouvoir toujours plus coopérer avec l'administration fiscale en cas de contrôle. Et ça se traduit par, alors je passe un peu, ça se traduit par le fait que demain, le fisc, en tout cas l'administration fiscale, pourra tout à fait demander à l'administration des informations sur un vendeur en particulier en lui disant merci de m'adresser le récapitulatif de cette personne, je veux vérifier qu'il a bien payé, qu'il s'est bien acquitté de ses dettes fiscales. Si jamais, attention, écoutez-moi bien, si jamais l'opérateur n'est pas diligent, il ne coopère pas avec l'administration fiscale,
cet opérateur pourra être tenu solidairement responsable du paiement de la TVA. Donc, ça veut dire que l'opérateur qui ne ferait pas attention référence des vendeurs qui sont en dehors de l'Union européenne, par exemple des vendeurs asiatiques, fait beaucoup de business avec eux. Malheureusement, ces vendeurs asiatiques ne sont pas habitués à payer de la TVA, volontairement ou non, ne la payent pas. L'administration fiscale vient sermonner en quelque sorte le vendeur par l'intermédiaire de l'opérateur et demande à l'opérateur des données sur le vendeur. Il ne le fait pas. L'opérateur peut être solidairement responsable du paiement de la TVA. Donc attention. De la même manière, dans cette nouvelle réforme, l'opérateur pourra être amené à collecter pour le compte du vendeur la TVA. Donc là, au niveau des flux de paiement, ça va être encore plus compliqué, notamment pour le PSP, puisque si vous référencez par exemple des vendeurs asiatiques, qu'ils ne sont ils ne se considèrent pas soumis à la TVA, or ils le sont, puisqu'il y a TVA pour tous les produits désormais, pas uniquement les produits dont la valeur est supérieure à 150 €, eh bien, l'opérateur pourra avoir comme obligation de collecter la TVA pour le compte de l'administration fiscale. Alors ça, c'est le grand changement qui va donc directement impacter toutes les plateformes qui référencent des vendeurs qui se situent en dehors de l'Union européenne. Voilà, je passe assez rapidement sur ces obligations fiscales puisqu'il y a un webinaire qui va y être dédié et que le temps passe vite. Mais il est bien à l'esprit que désormais, il y a une obligation de coopération de l'opérateur. Et il y a aussi à l'esprit pour ceux qui n'ont pas encore configuré leur plateforme, que vous allez devoir interconnecter votre plateforme avec l'administration fiscale. Il y a un cahier des charges qui est en ligne et qui vous permet de configurer la plateforme et vous allez être dans l'obligation d'interconnecter votre plateforme avec l'administration fiscale. Alors, est-ce qu'il y a des questions? On a une question de Laura. Ce registre doit-il aussi contenir la DEEE? Alors, la DE, c'est la contribution, l'éco-contribution, je suppose. Alors, je ne vois pas la question. Elle est dans le chat, en fait. Elle a été posée dans le chat par Laura. Alors, la DEE, c'est, en tout cas, si on parle bien de ça, c'est l'éco-contribution. Donc, c'est si, par exemple, vous vendez des produits de l'électroménager. A priori, le registre en question dont je viens de parler, c'est uniquement sur les aspects fiscaux. Okay. Mais je ne suis pas allé vérifier spécifiquement cette question-là, parce qu'on pourrait poser la question pour l'éco-contribution, mais il y a d'autres taxes. A priori, la vocation de ce registre, c'est uniquement les aspects fiscaux. La DEE, c'est encore autre chose. Mais à voir. La question vaut le coup d'être approfondie. Dans le cas de la TVA, comment assurer le risque que tu mentionnes, en fait, si impact solidaire pour le paiement des tiers, type en Asie? Question de Daniel. Comment assurer le risque que vous mentionnez? Ça va être déjà contractuellement avec vos vendeurs hors UE. Il faut bien leur indiquer je vais collecter la TVA pour vous, ou deuxième possibilité, c'est vous qui allez être soumis à la TVA et c'est vous qui allez devoir concrètement payer la TVA. Mais comment assurer le risque? La meilleure assurance, c'est de collecter la TVA pour eux. Comme ça, vous êtes tranquille. Après, à date, il faut que je vérifie si c'est une obligation pour les opérateurs de collecter la TVA pour les vendeurs hors UE ou si c'est juste une option. Je ne saurais pas le dire là. À partir de quand devrons-nous collecter la TVA pour le compte de l'administration fiscale? C'est censé être le 1er juillet 2021. Sinon c'est pas drôle. Mais c'était censé être le 1er juillet de cette année et ça a été repoussé à cause du Covid notamment. Il y a de fortes chances que ce soit à nouveau repoussé. Et en tout état de cause, depuis 2-3 ans, les obligations fiscales qui incombent aux plateformes sont appliquées de manière parcimonieuse, on va dire, parce que, si vous voulez, les lois sont publiées, elles sont assez larges, mais les décrets d'application mettent beaucoup de temps à arriver, tellement de temps qu'en fait, la loi est assez inapplicable. Donc, la vocation de cette nouvelle loi fiscale, c'est de donner des directives précises pour permettre à l'ensemble des opérateurs, pour l'année 2020, de remplir leurs obligations. Mais donc, si vous voyez là, typiquement, on est en mars, on est en plein dans les questions fiscales, sachez que pour 2020, vous êtes redevable de toutes ces obligations. Peut-être pas toutes, mais une partie.
On continue sur le reste Ouais. des slides. Il y a des questions, mais n'hésitez pas à continuer à les poser. Elles seront transmises à Paul après le webinaire et il y répondra directement par email. Point 5, le renforcement des contrôles. Sachez une chose, et là, je ne suis pas du tout le type d'avocat qui essaye de faire peur, au contraire. Il y a quand même un sacré renforcement des contrôles et donc des sanctions des plateformes. C'est plus vraiment l'Eldorado qu'on a connu il y a un certain nombre d'années. En l'occurrence, premier point sur le RGPD, donc le respect du RGPD. Le RGPD, c'est le règlement général sur la protection des données qui est entré en vigueur en 2018 et qui a été publié en 2016. Auparavant, alors à partir de 2016, vous pouviez être sanctionné avec une amende administrative. Avant 2016, c'était jusqu'à 150 000 euros. Après 2016, c'était 3 millions. Et depuis l'apparition du RGPD, c'est jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial. Donc là, même pour un Amazon, Facebook, c'est horrible. En l'occurrence, ça a donné très récemment, puisqu'on parle du 10 décembre 2020, sanction de la CNIL infligée à Google et Amazon. Google a écopé de 100 millions d'euros d'amende et 35 millions d'euros pour Amazon. Vous voyez, même si des acteurs majeurs comme eux ont été sanctionnés à cette hauteur, ça veut bien dire, ce que ça veut dire, c'est aussi des messages qui sont adressés à l'ensemble du tissu économique. Si je peux taper sur eux, je peux taper sur un peu tout le monde. Ce d'autant plus qu'on a souvent la question, nous, au cabinet, qu'est-ce que je risque vraiment? Ça fait partie du boulot d'avocat. Quand on fait une évaluation du risque, c'est simple, hein, c'est 1, probabilité, 2, gravité. La gravité, elle est très importante pour un contrôle CNIL, parce que les sanctions, c'est 4% du chiffre d'affaires mondial. La probabilité, on ne va pas se mentir, elle est relativement modérée, on va dire. Si vous êtes un acteur qui fait beaucoup de communication, qui commence à être connu, il y a de très fortes chances que vous soyez victime d'un contrôle de la CNIL, pour la simple et bonne raison que c'est aussi un outil anticoncurrentiel. Si vous avez un concurrent, c'est assez classique, je suis pas très politiquement correct, mais c'est assez classique d'ennuyer un concurrent via un contrôle fiscal ou via un contrôle de la CNIL, via une délation. Donc, et quand même ça à l'esprit. De la même manière, donc là j'étais sur des contrôles sur le fondement du RGPD, donc de la conformité par rapport au traitement de données à caractère personnel. Il y a aussi des contrôles sur le droit de la consommation. Là, en l'occurrence, en décembre 2020, Cdiscount vient, je crois que c'était en février que ça a été publié, vient d'être sanctionné à hauteur de 986 432 euros pour un manque d'information. En l'occurrence, vous savez, quand vous faites un achat sur Internet, normalement, il y a une double transaction, une double validation. On récapitule le panier d'achat. Et bien là, il n'y avait pas ça pour un service équivalent à celui d'Amazon qui permettait, via 29 euros, de ne plus payer la livraison. Et bien, sur Cdiscount, apparemment, vous payez, ou en tout cas, vous cliquez, vous le mettiez dans votre panier sans même que vous réitériez votre consentement. Vous aviez souscrit à ce service. Eh bien, donc, il y a une sanction de près d'1 million d'euros à la charge de Cdiscount pour manque d'information. Donc ça, c'était pour le respect du droit de la consommation. Maintenant, sur le droit de la concurrence, ayez à l'esprit que être opérateur d'une plateforme, ça permet donc de dupliquer, de digitaliser un marché. Si par exemple, je fais une plateforme dédiée à la chaussette, eh bien, devant mes yeux, j'ai digitalisé le marché de la chaussette. Si je référence tous les vendeurs de chaussettes en France, informatiquement, dans mon back-office, je peux voir à peu près une réplication, une duplication de tout le marché. Donc, je peux contrôler ce marché, notamment si je vends moi-même mes propres chaussettes. C'est ce qu'aurait fait Amazon. On dit que Amazon, tout simplement, se serait servi des données des vendeurs pour voir quel produit marche, pour ensuite aller voir ce vendeur et dire, tiens, tel produit marche très bien, demain, en fait, tu vas le vendre sous marque Amazon, et parce que soit on va te racheter, soit on va trouver un accord. Mais c'est ce qu'aurait fait Amazon. Bon, je parle au conditionnel, mais bon, a priori, c'est ce qu'ils ont fait, de manière licite à l'époque. Mais toujours est-il que la Commission européenne a ouvert une enquête à l'encontre d'Amazon en 2019 et vient de communiquer en novembre 2020 ses griefs. Ces griefs, c'était 1. Amazon aurait utilisé les données relatives à l'activité des vendeurs tiers à son propre bénéfice. 2. Amazon aurait avantagé les vendeurs qui utilisent ces services de logistique et de livraison. Vous savez, c'est Fulfilled by Amazon. Et enfin,
in fine, la buy box, la fameuse buy box d'Amazon, aurait été plus souvent accordée, en tout cas les vendeurs qui auraient gagné la buy box auraient été en règle générale des vendeurs qui bénéficiaient d'autres services d'Amazon, au-delà du simple référencement en tant que vendeur, mais auraient souscrit aux services logistiques notamment, qui font gagner à Amazon un peu plus d'argent. Donc ayez bien à l'esprit que si vous voulez démultiplier les services additionnels, vous pouvez le faire, mais il faut que ce soit fait de manière transparente et surtout loyale, et ne pas mener à une distorsion de concurrence à votre profit ou au profit de sociétés de votre groupe. De la même manière, ayez toujours à l'esprit que dans le contrat entre vous et le vendeur, il est interdit de créer un trop fort déséquilibre. Et donc toutes les clauses qui obligent les vendeurs et qui contrôlent les vendeurs, ça c'est autant de clauses qui peuvent engager votre responsabilité. Ayez toujours à l'esprit que vous êtes supposé être uniquement intermédiaire. Plus vous allez vous immiscer dans la transaction sous-jacente, plus vous allez contrôler le vendeur, plus potentiellement vous allez engager votre propre responsabilité, soit au titre de la transaction sous-jacente, soit au titre, comme ça a été le cas pour Amazon, du déséquilibre significatif. Donc Amazon a été sanctionné en septembre 2019 à 4 millions d'euros en première instance pour déséquilibre significatif, parce que le contrat qu'elle concluait avec ses vendeurs est totalement déséquilibré, notamment au regard de la clause ce qu'on appelle les KPI, donc les seuils de performance qui permettaient à Amazon de couper le compte d'un vendeur si jamais elle n'en était pas contente. Donc pour le renforcement des contrôles. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, juste en termes de réponse au sondage, pour introduire cette dernière section, donc en effet, la majorité des participants n'agissent pas comme opérateurs et vendeurs. D'accord. Donc 62% de l'audience. Est-ce qu'on termine? Je vois que certaines personnes souhaiteraient avoir la fin de tes slides et de ta présentation avant qu'on continue avec des questions, pour pas qu'on dépasse trop. Rassurez-vous. Et dernier point, c'est l'encadrement de la vente par la plateforme. Vous l'avez vu en filigrane, mais désormais, si vous êtes à la fois vendeur et opérateur sur la plateforme, sachez qu'il y a un certain nombre d'obligations. En l'occurrence, donc, vous devez référencer de manière transparente les produits et services. Si vous en avantagez certains, il faut le dire. Si jamais ces produits sont vendus par vous-même, il faut le dire aussi. Pour les très grandes plateformes, c'est interdit, quand le DMA sera publié, ce sera interdit de mieux référencer ses propres produits. Et en tout état de cause, et dès maintenant, pour toutes les plateformes B2C et C2C, le règlement P2B, qui est déjà en vigueur, prévoit la transparence en exposant comment vous référencez les produits et services, et si jamais vous référencez mieux les vôtres. Vous avez le droit de le faire pour l'instant, si vous n'êtes pas une très grande plateforme, mais il faut le dire de manière transparente. Et puis, suivez bien ça. En France, le ministère de l'économie et des finances voudrait, c'est un peu un vieux serpent de mer, créer un label des marketplaces vertueuses. Donc bon, à suivre. Voilà, c'est le moment des questions. Il nous reste 2 minutes pour des questions. Alors, si on va tous les deux sur l'onglet questions, Paul, je crois qu'il y en a pas mal. Donc, est-ce que tu... J'ai jamais vu autant de questions. Soit je suis pas clair, soit les gens sont très intéressants. Oui, c'est ça. Notamment sur la TVA. Bon, sur la TVA, juste pour vous voilà, sur la TVA, on va organiser un webinaire spécifique. Lemonway, la prochaine masterclass aura lieu le 6 avril. Donc, vous recevrez l'invitation. N'hésitez pas à participer. On fera un focus spécifique dessus. Alors, Patrice Mouly, qu'est-ce qu'on appelle une plateforme vertueuse? Très bonne question. Mais justement, c'est ce type de critères doit être défini. Donc, souvent, c'est les plateformes qui respectent la réglementation déjà et qui sont très transparentes, donc qui créent un code éthique, qui accompagnent tous leurs vendeurs sur les aspects fiscaux, c'est des choses comme ça. Y a-t-il une exception pour les marketplaces monoproduits? De quelle exception on parle? Une exception à quoi? Quel est le niveau d'intégration et harmonisation des différentes réglementations au niveau de l'Union européenne? Il faut distinguer des règlements et des directives. Une directive n'est pas directement applicable tant que le pays, l'État membre, ne l'a pas intégrée à son corpus juridique via des lois. Donc, elle n'est pas d'application directe. En règle générale, quand une directive est publiée, les États membres ont 2 ans pour l'intégrer à leur droit national. En revanche, là, je vous ai parlé que de règlements. Les règlements, ils sont publiés, ils sont d'application directe. Donc, le niveau d'intégration, c'est dès qu'ils sont publiés, c'est applicable. En règle générale,
il y a quand même une loi nationale qui est créée pour préciser ce règlement. Oui, dis-moi, Karine. Tu veux. Alors, pour le coup, il va falloir qu'on clôture parce qu'il est midi. Déjà, merci à tous pour vos questions. Encore une fois, rassurez-vous, elles ont bien été prises en compte. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de répondre à toutes. Donc, on va partager l'extract de toutes ces questions avec Paul. Si entre-temps, Paul, pendant que je fais la conclusion, tu veux bien répondre à certaines questions, avec grand plaisir. Donc, avant de clôturer cette masterclass, donc si vous souhaitez aussi en savoir plus sur la réglementation DSP2 applicable au marketplace, donc qui est une thématique réglementaire connexe au sujet que nous avons abordé ce matin, nous avons également réalisé un livre blanc avec Asavoca. Donc, dans quelques secondes, une petite pop-up va apparaître sur votre écran et vous permettra de télécharger ce document. Donc, vous pourrez aussi explorer plus en détail les enjeux de la DSP2, donc la directive des services de paiement 2 et ses implications pour les marketplaces. Un grand merci à tous d'avoir participé. Un grand merci, Paul, pour tous ces insights et ces best practices que tu as partagées avec nous ce matin. Le replay sera disponible dans la foulée de la session. Vous allez également recevoir un email pour télécharger les slides. Donc, n'hésitez pas à nous contacter aussi en réponse à l'email si vous souhaitez avoir des informations complémentaires. Et encore une fois, donc Paul répondra à vos questions. On va faire un petit extract de toutes les questions que vous avez posées. Encore merci à tous d'avoir participé. À très bientôt pour notre prochain webinaire masterclass qui aura lieu le 6 avril sur la thématique et la réglementation TVA pour les marketplaces. Donc, marketplace et masterclass à laquelle vous allez être bien entendu invité. Merci à tous et très bonne journée, Paul. Très bonne journée, merci Karine, merci à tous. Et donc vous avez nos coordonnées qui s'affichent et qui de toute manière les slides vous seront adressés. Et puis n'hésitez pas à aller sur notre site, on fait énormément de contenu gratuit naturellement qui peuvent vous aider et vous accompagner au quotidien dans votre projet de marketplace. Un grand merci à tous, bonne fin de journée, au revoir. Bonne journée.